alaikum. Salut à tous. Macron et la pré-présidentielle, non, ce n'est pas terminé. Hélas, et je vais revenir quand même à l'origine de ces problèmes, c'est qu'à l'époque du septennat, et on avait donc le président 7 ans, donc septennat, et puis législatif, quinquennat, donc 5 ans. Et donc on se chevauchait comme ça, au niveau des années. Et donc c'était pas en même temps. Et puis vient le quinquennat, et là on se retrouve à l'époque de Jospin quand il était Premier ministre, qui a voulu faire une magouille, on va dire, ils aiment bien magouiller sur le plan électoral des choses, en voulant inverser, et ça, aucun média en parle, ce que je vous dis, aucun média, parce que déjà ils n'ont pas de disque dur, ils ont, voilà, ils sont complètement à l'ouest, il n'y a pas de culture politique. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, pour les élections de 2002, eh ben, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'ils se disaient « Ah, j'ai plus de chances de gagner la présidentielle que les législatives. » D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Il a ce qu'on appelle inverser le calendrier. C'est-à-dire que on aurait dû avoir d'abord les législatives, donc voter pour les députés, avoir une majorité, et ensuite pour le président de la République. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Il a fait Jospin, ils ont inversé le calendrier. Donc ça veut dire qu'ils ont reporté les législatives après les présidentielles. Mais c'est complètement tout faussé. Puisque le président, il est là pour le chef de la nation, chef des armées et chef de la diplomatie, et basta. Mais basta. Là, en fait, en passant au quinquennat, ils ont recréé la 4e République. Voilà. Voilà. Donc c'est le Parlement qui décide. Et comme le Parlement, avec le quinquennat, les gens, après la présidentielle, ben, ceux qui ne sont pas contents que leur candidat n'a pas été élu, eh ben, ils ne vont pas aller voter. Et donc, en fait, cette abstention, bénéficie au président qui vient d'être élu. Sauf que là, c'est la première fois qu'on a un président de la République qui est réélu sur le cadre du quinquennat. Puisque Chirac a été le premier président sur le quinquennat en 2002. Ensuite Sarkozy, mais après il a perdu. Après ça a été Hollande, mais il s'est pas présenté. Après ça a été Macron, et là Macron. Donc c'est tout nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que je vous le dis, le problème, beaucoup ne connaissent pas nos institutions. Hélas, ce n'est pas fini. Et quand Mélenchon dit oui, je serai candidat pour être Premier ministre, ça fait sourire certains, mais il a raison. C'est-à-dire que théoriquement et constitutionnellement, tout ce qu'il vient de dire, c'est exactement vrai. Parce que là, si vous préférez, au mois de juin, vous allez lire vos députés, d'accord? Quand vous élisez vos députés, c'est eux qui forment une majorité. Il y a, je sais pas combien de députés, 537 ou 567, je me rappelle plus, 547, je sais plus, parce que des fois ils enlèvent une circonscription, les députés de l'étranger, grosso modo, voilà. Allez, on va dire 550, d'accord? Mais pour avoir la majorité, il faut avoir entre 280 et 285 députés, grosso modo. Donc il faut aller les chercher, et je vais en revenir tout à l'heure avec le mode de scrutin. Avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, revenons les choses. Si au mois de juin, si on prend les scores faits à la présidentielle, si chacun vote là exactement la même chose, celui qui s'est abstenu, celui qui a voté blanc, celui qui a voté Le Pen, celui qui a voté Macron, LR, etc. Ben, Macron n'aura pas de majorité. Et là, quand je vous dis on va devenir la 4e République, c'est que Macron, il est déjà en train de négocier avec la droite, une partie de la droite et des traîtres qui vont y aller, vous savez, pour aller à la gamelle, négocier avec eux pour faire, si vous préférez, et là on vient à la 4e, la magouille entre partis. Bon, tu vas, mais après tu me soutiens, toi je te file un poste de ministre, toi un poste de secrétaire d'État, toi un casse-croûte à l'Assemblée, toi vice-président par là, et voilà. Et la magouille. Et donc, avec ce quinquennat qui a tout niqué, on revient à la 4e République, c'est-à-dire un parlement, un pays gouverné par les partis, quoi. Tout est magouille par les partis, pas par le peuple. Au lieu de les choisir le référendum, au lieu de consulter le peuple, on préfère faire les magouilles entre partis. Voilà. Mais pour revenir au système, donc, moi je vous dis, ce que je souhaite, Mélenchon, pourquoi je ne veux pas voter pour lui? Je vous l'ai toujours dit, c'est un laïcard, c'est un libertaire, donc PMA, GPA, mariage homosexuel, mariage entre les escargots, les chevaux, les animaux, tout ça, il est open bar. Moi, ça je peux pas. Oui, ça c'est ma ligne rouge, parce que moi je fonctionne comme ça, j'ai une ligne rouge. Voilà. Dès qu'on touche à la ligne rouge, c'est même pas la peine. Donc le gros laïcard, bouffeur de curé, de ce que vous voulez, c'est leur doctrine, tout ça, etc. Pro PKK,
terroriste kurdish et pro-Bachar al-Assad en politique internationale. Ça fait beaucoup pour moi. Donc c'est vrai que moi je suis pas pour. Mais là, il sera plus en politique internationale, il dépendra de Macron. Parce que c'est... En fait, c'est une... Alors, Open Bar, s'ils gagnent, par exemple, si les LFI gagnent les législatives, ce sera eux au pouvoir. Donc, ils font toute la politique qu'ils veulent. Mais en matière de diplomatie, tout ça, etc., comme ça fait partie des attributions du président de la République, ils sont obligés de s'entendre tous les deux. Macron et Mélenchon, par exemple, ou Le Pen, si elle est élue, elle a une majorité aux législatives, et j'en reviendrai tout à l'heure sur le scrutin, etc. Et l'analyse, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, si vous votez Mélenchon, moi, je vous l'ai dit, moi, je n'ai jamais été pour Le Pen, c'est pour renverser la table. Parce que là, si Macron gagne encore, c'est qui va gouverner? C'est la commission de Bruxelles, qui, elle, sous les ordres des grosses boîtes, on l'a vu, hein, l'ancien Barroso qui est parti à Goldman Sachs, etc. Tous, ils ont un casse-croûte. Hein. Donc ça, c'est... McKinsey, il faut pas l'oublier, donc il nourrit, parce que McKinsey n'est pas qu'en France, dans tous les pays, ils vont, et ils se font payer par là. Donc, et c'est pas démocratique. Donc c'est Bruxelles qui décide, c'est Bruxelles qui te dit la retraite à 65 ans, c'est Bruxelles qui te dit le déficit budgétaire, c'est ça, c'est lui qui te dit il faut que tu réduises le nombre d'hôpitaux, c'est lui qui te dit, etc. C'est Bruxelles, voilà. Donc si vous voulez gicler Bruxelles, c'est Mélenchon ou Le Pen. Voilà. Donc moi je vous ai dit pourquoi pour Mélenchon. Mais s'il gagne, je ne serai pas contre au mois de juin. Vous comprenez bien. Voilà. Il faut un des deux qui ne soit pas soumission à l'Europe. Et venant d'un ancien grand militant de l'Europe fédérale. Mais c'était l'Europe fédérale, pourquoi? Pour le bénéfice du peuple, pas des entreprises. Je prends, je délocalise, je vais à côté en Bulgarie, Roumanie, il me coûte 3 cacahuètes et un peanut et un Mars. Et puis les charges, les impôts sur les sociétés, etc. Et notre argent que nous donnons, parce qu'en tant que France, un pays riche avec la main, on donne plus que ce qu'on reçoit, ok. Et eux, ils s'en servent pour faire du dumping fiscal et social, etc. Bref, il faut renverser la table. Donc c'est pas perdu au mois de juin. Continuez, croyez-moi, allez voter, allez voter. Moi, je vous dis toujours, la blonde ou Mélenchon, d'accord? Et mais chez les Mélenchons, ils peuvent venir. Alors maintenant, on va analyser cette élection. Vous voyez, il y a eu de l'anti-Macron et de l'anti-Le Pen, dans les deux camps. Parce que quand vous regardez, vous analysez la Guadeloupe et la Martinique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une terre socialiste, d'accord? D'accord? C'est une terre socialiste. Là-bas, c'est une terre socialiste. Quand il y avait Hollande, élection présidentielle 2007, c'était Hollande à 2000%. Même Macron en 2017, voilà, énorme, plus de 60-70%. Et là, premier tour, Mélenchon à plus de 60%. Donc, la majorité à lui tout seul, paf, dès le premier tour. Et deuxième, Le Pen. Et au deuxième tour, les mêmes qui ont voté 60% Mélenchon, ça fait plus de 60%, 65% pour Le Pen. Alors, attention, c'est qu'on a eu, qui est incroyable, deux candidats qui ont créé un rejet où les uns ont voté Macron par rejet de Le Pen et certains ont voté Le Pen par rejet de Macron. Mais venant de Macron, vous imaginez la telle haine et le tel rejet qui peut exister. Et quand vous analysez la totalité, où Le Pen au deuxième tour est première, largement devant et qui s'impose, monde rural, les dom-toms, la Corse du Nord, on le voit bien, tout ça, etc. En fait, c'est toujours dans le milieu où les gens ont faim. Et là où Macron fait des gros scores, c'est là où les gens n'ont pas faim. Voilà. Donc pour les ventres bien remplis. Voilà. Si une analyse, vous allez me dire, elle n'est pas simpliste, mais elle reprend un peu en gros. Celui qui vit bien, il vote Macron. Celui qui vit mal, vote Le Pen. C'était ça, grosso modo. Et quand vous regardez un petit peu, je vous dis, là, les endroits, les lieux, le monde rural, monde en souffrance, désert médical, désert même judiciaire, désert tout court, etc., il y a de la souffrance. Et plus maintenant de l'insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité n'est pas forcément dans les métropoles, elle touche lourdement la campagne, comme on peut dire, et notamment avec les Géorgiens où j'avais condamné, rappelez-vous, la libération des visas, alors que c'est un pays comme l'Ukraine, ils avaient libéré les visas, où ils travaillaient pour 80 balles par mois ou 100 balles par mois, et on a vu toute la mafia ukrainienne, toute la mafia surtout géorgienne, qui sont venus en France faire les vols et tous les cambriolages, etc. Mais ça, chut, on n'en parle pas.
Mais quelle idée d'avoir laissé rentrer la Géorgie, quand même, sans visa pour rentrer en France, quoi, les Géorgiens. Voilà. Mais ça, tout ça en laisse. Vous voyez, tout ce que je vous dis là, personne n'en parle. Donc, moi, aujourd'hui, Macron, on sent une telle crispation, une telle colère, une telle haine, un tel rejet de Macron, que s'il passe au mois de juin, 5 ans, ça va être très, très, très long. Parce que lui, il ne pourra plus se représenter, c'est terminé, puisqu'il est dans la limite, c'est 2 mandats maximum. Et il va avoir open bar. Et là, il va écouter McKinsey, McKinsey, Bruxelles. Et là, il va vous marcher, il va vous piétiner parce qu'il n'en a rien à foutre. Il n'a aucun intérêt. Vous savez, c'est aussi un poste d'égoïste. Regardez. Mitterrand, quand il a gagné, il ne souhaitait pas que Jospin gagne. Quand il s'arrêtait, il ne voulait pas que Jospin gagne, il souhaitait Chirac. Donc, il a boosté Chirac. Chirac, quand il a gagné, il ne voulait pas de Sarkozy. Sarkozy, quand il a perdu, il ne voulait pas la de Pécresse. La preuve, il s'est caché. Il n'a même pas voulu se présenter. Il était les magouillés avec Macron au truc. Donc Macron, il fera comme les autres. Dans 5 ans, il ne soutiendra pas un macroniste. Voilà. Parce qu'il va être le dernier. C'est comme ça, c'est des égoïstes. Vous voyez, c'est pas comme Macron, ça, c'est tous. Voilà. Ils veulent pas que dans leur camp, il va rester toujours le dernier. Voilà. C'est comme s'il était dans un club meilleur buteur. Voilà. Le mec, il va rester meilleur buteur. Voilà. Donc, pour moi, mois de juin important. Donc, l'analyse, je vous l'ai dit, elle est là-dessus. Déjà, regardez sur le rejet. Ce sera catastrophique. La France doit bouger, doit se secouer. Parce que sinon, on va se retrouver dans une fracture encore beaucoup plus importante en France qu'il y a. C'est-à-dire que là, vous voyez, je voyage énormément et je vois un peu les dégâts qu'il y a dans les pays. On n'en parle pas. Ils nous cassent les bonbons d'ailleurs. Vous voyez, c'est la dictature de l'Ukraine. Oh, on n'est même plus en France. C'est matin, midi et soir, ils nous parlent que de l'Ukraine et tout, envoyés spéciaux, les trucs. Mais la France, ça n'existe plus. Mais ils ne vous parlent pas de reste qui se passe. Au Chili, ça chauffe. Au Sri Lanka, coup d'État. Au Pakistan, ça chauffe. Il y a beaucoup de pays dans le monde où ça bouge grave. Parce que le Covid a fait des dégâts. Alors certes, ils n'avaient pas tous, ça c'est un avantage qu'il y a en France quand même, ça il faut le reconnaître, qu'il y a ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux. Oui, c'est-à-dire les aides d'État, les allocations, tout ce panier social, etc. Ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux, qui permettent de minorer, vous voyez, comment vous dire, je veux dire, la sanction, c'est pas une sanction, c'est comme une sanction, le manque de pouvoir d'achat, mais la pauvreté, la paupérisation, voilà, ça permet de, c'est un petit matelas. Mais dans les autres pays, là, ils ont tout le système américain, parce que, par exemple, moi, j'étais en Amérique du Sud, c'est la misère totale. Oh, c'est les prix de la France, et les mecs qui touchent $200 par mois. Et certains pays on leur a imposé, parce qu'on leur a taillé leur monnaie pour utiliser le dollar. C'est pour ça que je reviens dans une autre vidéo, je suis très content de ce qui se passe avec Poutine et ce qu'il est en train de faire avec le rouble. Parce que ça aussi, vous allez souffrir, moi je vous le dis. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que tous les milliardaires, les messages qu'ils ont envoyés à confisquer l'argent des milliardaires russes en Europe, sous les ordres des Américains, vous croyez que ça va attirer la confiance? Donc tous les autres, là, tous les Bédouins, là, les dictateurs des pays arabes, là, les Saoudiens et compagnie, ils vont tous retirer leur pognon de l'Occident et ils vont le mettre ailleurs. Parce qu'ils se disent, si demain ça sent mauvais dans mon pays, ils vont me carotter, ils vont me voler mon argent. Avant, c'était un refuge, l'Europe. C'était un refuge. Donc les gens, ils allaient là-bas, ils disaient, ouais, c'est en sécurité, je suis peinard. Hein. D'ailleurs, même moi, j'en connais, j'ai un cousin, un cousin de ma femme, qui est en Ukraine, et il est placé dans les pays européens, parce que pour ça, la sécurité. Pas en sécurité du tout. Plus, ce que dit le BC, la BCI, hein, le FMI, pardon. Une petite chanson, il faut commencer peut-être à taxer ou récupérer l'argent dans les comptes bancaires au-delà de 70 000 euros ou des trucs comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Ça commence à en parler. Donc, il y a une insécurité financière qui se passe. Et donc, du coup, le fait que Poutine se passe payer en roubles et plus en euros, le rouble, du coup, il est remonté, il a retrouvé à peu près son niveau, et ça va avoir des conséquences très lourdes. Parce que l'euro est en train de dégringoler. Parce que comment on peut dire, vous voyez, quand le marché a attaqué la Turquie, ils disent, attends, tu baisses les taux, par exemple, à 14, alors que l'inflation, elle est à 20. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut équilibrer, il faut augmenter les taux d'intérêt pour que celui qui place, il gagne plus que l'inflation, ce qui est normal, en termes de lecture. Sauf qu'Erdogan, il a dit, non, moi, je préfère des taux plus bas pour éviter de trop endetter mon peuple et que ça coûte moins cher. Voilà. En fait, c'est la guerre là-dessus. Et on a vu que la monnaie a flambé. Mais comment on peut garder des taux à 20 ans ou à 25 ans à 1,25, même à 2, quand on a une inflation à 5? Donc, si j'emprunte à 2,
d'accord? Alors que l'inflation à 5, vous imaginez, en fait, c'est même pas de l'usure que vous avez là. C'est rien du tout. C'est que dalle. Vous gagnez 3 points. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous gagnez 3 points. Dans la mesure où, si vos revenus, eux aussi, bénéficient de l'inflation, augmentent à la hauteur de l'inflation. Pour les salariés, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Pour les patrons, ben, ça dépend s'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, etc. Vous comprenez bien ce marché? Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Ben, à un moment donné, la Banque Centrale Européenne, là déjà au mois de juillet, elle coupe les vivres sur les crédits, vous savez, le poids qu'il en coûte, ben, elle va augmenter un peu les taux. Mais si les taux, vous commencez à les monter au-delà de 2, 3, voire 4, ça veut dire que nous, on empruntons à moins 0,25. Moins 0,25. C'est-à-dire que la France emprunte en négatif. C'est-à-dire qu'elle emprunte 1 milliard et elle rembourse un peu moins d'1 milliard. Vous imaginez? Mais quand on va être à 2-3%, ça va éclater le remboursement et le budget avec les intérêts d'emprunt, parce que c'est énorme. On parle peut-être de 30, 40, 50 milliards par an de rien que d'intérêts en plus, avec les taux qui augmentent. Donc comprenez bien que tout ça, vous voyez, il y a un cocktail là. Voilà. Les Russes très, très, très malins, maintenant ils se font payer en roubles, et ça fait un moment qu'ils discutaient déjà avec la Turquie pour se payer en monnaie chaque commune, l'Iran, la Chine, voilà. Ouais, regardez, c'est en train de se battre. Et l'euro, donc vous imaginez, les investisseurs, les mecs qui ont de l'argent, ils vont plus le mettre en Europe, ils ont peur. Donc ça, le message, parce qu'ils ont confisqué l'argent des Russes. L'histoire du gaz aussi, qui est en train de se passer, voilà, on va la couper. L'histoire des taux d'incrédit. On a un cocktail, vous ne pouvez pas imaginer, explosif, qui risque de faire très très mal au portefeuille français. Voilà, préparez-vous à des grosses souffrances. Par contre, si en juin, Mélenchon ou Le Pen, elle passe, je pense que Mélenchon, il va tout dégainer. Parce que, en fait, ils sont toujours là en fataliste à vous dire que c'était ça, il n'y a pas d'autre choix. Et que si les autres ne prennent pas leur choix, c'est des démagogues. Vous voyez, c'est pour vraiment, comme ils ont fait pour les Anglais, hein. Ouais, ils ont souhaité la misère, ça va être ci, etc. Mais désolé, c'est pas la misère en Angleterre. Ils sont sortis de l'Europe et c'est loin de là la misère. Voilà. N'oubliez pas, désolé, je bois égoïste, bientôt l'iftar. Et je suis complètement asséché. Sans je pense pas, je sais pas si j'aurai l'occasion de souhaiter l'Aïd, souhaiter une bonne fête de l'Aïd pour les musulmans, Inch'Allah. Parce que je sais pas si j'ai fait une vidéo entre temps. Et bonne fin de Ramadan, parce que pour nous, en Turquie, ça finit dimanche. Voilà. Allez, à la prochaine.